Bonjour, je suis Rebecca McLaughlin-Istam et bienvenue dans Business Line, où nous observons le monde des entreprises à l'échelle mondiale depuis la plus haute tour de la planète, le Burj Khalifa de Dubaï. Selon certains experts, le réseau mobile ultra rapide, la 5G, est synonyme de la plus grande révolution technologique depuis Internet. Mais une question se pose, qui prendra la tête de la course à son déploiement? Le géant chinois des télécoms, Huawei, faisait partie des mieux placés, mais il semble que Washington fasse tout pour lui barrer la route. James O'Hagan nous en dit plus. Internet des objets, voitures autonomes, le réseau mobile 5e génération permet de rassasier notre appétit croissant pour les données en étant ultra rapide. La concurrence est rude pour être aux avant-postes de son déploiement, le géant Huawei faisant partie des leaders. Mais depuis l'interdiction faite par Washington aux administrations fédérales américaines d'acheter ces équipements pour des raisons de sécurité, le groupe chinois subit de sérieux revers. Nous avons été très clairs sur la manière dont nous considérons les risques liés à Huawei et l'infrastructure 5G. L'Internet de demain devra intégrer des valeurs occidentales. Nous devons faire connaître ces risques à nos amis et, dans le cas de Huawei, leur dire ce qui nous préoccupe, à savoir qu'il est impossible de minimiser cela où que l'on soit dans le monde dans le cadre d'un réseau 5G. Les smartphones Huawei sont aussi visés par Facebook qui refuse d'y préinstaller des applications et Google qui bloque les mises à jour Android les concernant. Que Huawei passe à côté de la 5G, c'était déjà un revers. Mais avec les attaques contre ces smartphones, c'est un coup dur. L'entreprise était en passe de devenir l'un des premiers constructeurs mondiaux de smartphones. Il y a des milliers et des milliers d'individus dans le monde et parmi eux, beaucoup sont aujourd'hui victimes d'une loi promulguée par le gouvernement des États-Unis alors qu'ils ne sont pas ressortissants américains. Est-ce équitable, raisonnable? Nous pensons que non. Qu'est-ce qui motive le gouvernement américain? Vous devez vraiment lui demander. Le fabricant américain de puces électroniques et de matériel informatique Broadcom a estimé que les sanctions commerciales visant Huawei allaient lui faire perdre des ventes pour un montant de plus d'1,75 milliard d'euros cette année. Huawei est un client de Broadcom. C'est clairement quelque chose de négatif. L'inquiétude que l'on peut avoir, c'est que l'impact soit important sur la durée et que cela entraîne une baisse des valeurs technologiques sur les marchés. Qu'elle soit motivée par la sécurité ou le protectionnisme, les décisions de l'administration Trump en matière de commerce continuent de propager des ondes de choc à travers le monde. Ici à Dubaï, la préparation de l'exposition universelle 2020 avance à grands pas. 192 pays sont attendus lors de cette foire mondiale qui ouvrira ses portes en octobre 2020 pour 6 mois. De vastes travaux d'infrastructure sont en cours, à l'image de l'extension de l'aéroport Al Maktoum. Nous avons évoqué tout cela avec Sheikh Ahmed Ben Saed Al Maktoum, PDG du groupe Emirates et président de Dubai World. Bienvenue sur Euronews. Parlez-nous des retombées de Dubaï 2020. Dubaï 2020 aura des retombées non seulement pour Dubaï, mais aussi pour l'ensemble de la région. Tout le monde tirera avantage de l'Expo 2020. Nous voulions vraiment nous assurer que cet événement soit une grande réussite, sachant qu'il coïncide aussi avec le 50e anniversaire des Émirats arabes unis. Où en est l'extension de l'aéroport Al Maktoum? À l'heure actuelle, l'aéroport Al Maktoum peut accueillir 30 millions de passagers. Je crois que nous avons constaté une importante réorientation de trafic de la part de Fly Dubai et d'autres compagnies vers cet aéroport pendant la fermeture de la piste à l'aéroport international de Dubaï. Al Maktoum, c'est le futur aéroport de Dubaï et il continuera toujours à se développer. Vous faites face à une forte concurrence dans la région pour conserver le statut d'aéroport le plus fréquenté au monde. Comment faites-vous pour maintenir cette stratégie? Nous essayons constamment de défendre ce statut via le marché et via ce qui se passe à Dubaï. Et bien sûr, les autres font pareil. Tout le monde est dans la compétition. Chacun, où qu'il soit basé, essaye de desservir plus de destinations. Mais il ne faut pas non plus oublier que de plus en plus de gens voyagent et ces personnes prendront l'avion. Et je veux bien sûr les voir sur les vols Emirates et Fly Dubai. Si on se retrouve ici l'an prochain, de quoi parlerons-nous? Quelles sont les prochaines tendances en matière de voyage et de tourisme? Je pense que nous parlerons davantage de l'Expo 2020 parce que son ouverture se rapproche. Mais vous savez, le secteur aérien est très dur. Il faut vraiment être très performant. On est tout le temps attentif à nos coûts et à ce qu'on fait.
Pour finir, vous dites que c'est un secteur très dur. Eh bien, dites-nous ce qui vous empêche de dormir, vous qui êtes PDG d'une grande compagnie comme Emirates. Eh bien, je crois que j'ai peut-être l'habitude. Je travaille dans ce secteur depuis 33 ans. Les choses suivent leur cours, mais c'est aussi notre travail de nous assurer qu'elles se maintiennent dans le temps, que nous nous développions et que nous ayons davantage de passagers sur nos vols. C'était un plaisir. Merci pour cette interview. Le crowdfunding ou financement participatif démocratise l'accès aux capitaux pour les startups en Afrique et une pâtisserie sénégalaise en a récolté les fruits. Aumerveille espère devenir le Starbucks du Sénégal. Le reportage de Jane Witherspoon. Aumerveille est la première pâtisserie haut de gamme de Touba, la deuxième ville du Sénégal. Elle est financée à 40% par du crowdfunding. Avant, je partais jusqu'à Dakar, où j'envoyais des gens à Dakar pour acheter de la bonne pâtisserie. Mais depuis que j'ai vu Aumerveille, sincèrement, ce n'est plus le cas. Le financement participatif n'a rien d'une nouveauté, mais au Sénégal, il en est encore à ses débuts. Puisque le secteur bancaire est frileux à risquer des fonds dans de nouvelles entreprises et impose des prêts à des intérêts plus élevés que dans les pays développés, il représente une alternative intéressante pour donner un nouveau souffle à des activités locales. Ils ont été très pertinents, par exemple, de poser ce Aumerveille à Touba, où il y a un pouvoir d'achat, il y a une demande, mais il n'y avait rien. Et donc, c'est aussi une démarche extrêmement innovante et très intéressante d'investir hors de Dakar, de créer une économie locale. Avec des produits qui se vendent comme des petits pains, l'enseigne compte déjà 2 pâtisseries au Sénégal et devrait en ouvrir 2 autres. La société d'investissement M&A Capital, à l'origine du projet, espère démontrer que les PME africaines peuvent devenir des multinationales. Cette croissance aujourd'hui nous permettra d'atteindre en fait ces tailles critiques et de se positionner en leader dans tout ce qui est pâtisserie, salon de thé sur le Sénégal. Pour ne pas dire le Starbucks sénégalais, mais on ne sera pas loin. On peut le faire tout seul. Mais c'est une occasion pour nous de montrer que le financement participatif est un levier important pour impacter nos économies. Le financement participatif semble une piste prometteuse pour encourager le développement des startups africaines et aider les communautés locales à trouver la recette du succès. Notre émission est maintenant terminée. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle sélection de reportages sur les entreprises et l'investissement à travers le monde. À bientôt.